Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui, sur le papier, ça pourrait passer pour le meilleur des somnifères, C'est vrai que ça fait souvent un peu peur. mais en fait, c'est le moteur invisible de toute notre économie. Au menu du jour, un voyage dans les rouages complexes, mais franchement passionnants, des règles du jeu du monde des affaires belges. Tout à fait. Alors pour notre auditoire, que ce soit les esprits curieux de nature ou ceux qui veulent briller lors de leur prochaine réunion de direction, l'objectif n'est pas du tout de faire un cours magistral. Non, surtout pas. Notre mission aujourd'hui repose sur 3 documents denses, des synthèses de droit des sociétés et de droit comptable. Et l'idée, c'est de transformer ce jargon juridique en une histoire fascinante sur la naissance, la vie et parfois la mort des entreprises. Le tout sans aucune surcharge d'informations. C'est un beau défi. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'on a souvent tendance à voir le droit des affaires comme une simple montagne de paperasse. Ouais, une contrainte administrative de plus. Exactement. Alors qu'en réalité, c'est l'architecture même de la confiance dans notre société moderne. Et si l'on relie cela à la situation globale, comprendre ces règles, c'est littéralement comprendre comment l'économie tourne. C'est clair. C'est voir comment on gère les risques, comment les richesses sont réparties. Sans ces balises légales, l'économie de marché serait un chaos total. Le droit des sociétés n'est pas un frein, c'est le cadre qui permet à de parfaits inconnus de s'associer et de créer de la valeur ensemble. Et pour bâtir cette fameuse confiance, il faut d'abord poser des fondations. Et quand on observe la création d'une entreprise, il y a un concept historique qui revient sans cesse, c'est la notion de capital. Le grand classique. Voilà. Prenons le modèle le plus emblématique, la SA, la société anonyme. Historiquement, c'est la machine capitaliste traditionnelle. Il y a un chiffre clé qui frappe d'emblée, c'est 61 500 €. C'est ça, SA? C'est ça. 61 500 € de capital minimum pour démarrer. C'est une sacrée somme. Oui, c'est un ticket d'entrée incontournable. L'idée derrière ce chiffre, c'est d'imposer un dogme du capital pour créer un bouclier. Un bouclier pour qui? Pour les fondateurs et les créanciers. L'argent est verrouillé dans l'entreprise. En échange, les actionnaires ne risquent que leur apport. Ils ne vont pas perdre leur maison si la SAA fait faillite. D'accord. C'est très clair pour les gros projets. Mais la réalité du terrain, c'est que la majorité des projets se lancent sous une autre forme, la SARL. La société à responsabilité limitée. L'ancienne SPRL. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour la SARL, ils ont purement et simplement supprimé la notion de capital. Oui, d'une vraie révolution. Mais attends, si on enlève le capital minimum, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de créer une boîte avec 1 euro, de faire faillite et de laisser tout le monde sur la paille? C'est le grand paradoxe. On pourrait croire à un vide juridique, mais c'est tout l'inverse. Ah bon? Bah oui. L'ancien capital de 18 000 € de la SPRL s'était révélé totalement inefficace en pratique pour protéger les tiers. Une boîte peut brûler cette somme en 1 mois de loyer. C'est vrai. Le législateur a donc supprimé cette règle rigide pour exiger à la place des capitaux propres suffisants et surtout un plan financier ultra renforcé. Un plan financier sur mesure, du coup. Voilà. Devant le notaire, les fondateurs doivent justifier de projections sur 12 et 24 ans. La disparition du capital ne signifie absolument pas la disparition de la responsabilité. Donc s'ils mentent sur les chiffres ou qu'ils sont trop optimistes, Si l'entreprise s'effondre dans les 3 premières années et que le juge estime que le plan était manifestement insuffisant, la responsabilité personnelle des fondateurs est engagée. Le bouclier saute. waouh, c'est une façon brillante de responsabiliser dès le départ. Et au milieu de ces structures très financières, il y a aussi une petite parenthèse philosophique intéressante dans les sources, c'est la SAU, la société coopérative. Oui, un modèle complètement différent. Il faut 3 actionnaires minimum, c'est ça, hein? C'est ça. Et son but principal n'est pas de profit pur pour des investisseurs extérieurs. L'objectif, c'est la satisfaction des besoins de ses membres ou d'avoir un véritable impact sociétal. Ce qu'on appelle l'entreprise sociale, en fait. Exactement. Ça offre une perspective tellement rafraîchissante sur la finalité d'une entreprise aujourd'hui. Alors qu'on soit dans une SA, une SRLU ou une SCU, il y a un miroir incontournable de la réalité d'entreprise, c'est la comptabilité. Le sujet mal aimé par excellence. C'est clair. Souvent perçu comme la pire des corvées fiscales, on a l'impression que c'est juste pour calculer les impôts. Mais en réalité, le droit comptable a une autonomie totale par rapport au droit fiscal ou civil. Une autonomie absolue. Le but de la comptabilité, ce n'est pas de calculer l'impôt, c'est de refléter la vérité économique. Il y a un exemple concret dans nos sources qui illustre ça parfaitement. C'est le leasing. Ah oui, très bon exemple. Imaginons une boîte qui loue une machine via un contrat de leasing. Juridiquement, en droit civil, elle n'est pas propriétaire de la machine. Non, elle paie juste un loyer.
Et pourtant, en droit comptable, elle inscrit cette machine à l'actif de son bilan. C'est quand même fou de déclarer un bien qu'on ne possède pas légalement. Ce qui est fascinant ici, c'est le principe fondamental de l'image fidèle, le fair view en anglais. L'image fidèle. La comptabilité cherche à capturer la réalité économique d'une entreprise, sa véritable substance, plutôt que de s'arrêter au montage juridique. L'entreprise utilise la machine, en tire les bénéfices et assume les risques. Économiquement parlant, c'est son outil de travail. Donc, pour donner une image fidèle, ça doit être au bilan. C'est limpide. Et pour surveiller ce fameux bilan, il y a des gardiens du temple. On confond souvent expert comptable et réviseur d'entreprise. C'est une erreur classique. Comment on les différencie simplement? L'expert comptable, c'est celui qui aide la direction à tenir les comptes au quotidien. Il est dans l'opérationnel. Le réviseur d'entreprise, en revanche, agit comme commissaire. Il contrôle, il audite. Il doit rester indépendant. Il ne gère rien, il vérifie. Exactement. Et il a même un devoir légal d'alerte. S'il voit que l'entreprise va droit dans le mur, il doit tirer la sonnette d'alarme. Ce qui nous amène logiquement à ceux qui dirigent vraiment l'entreprise. La gouvernance et le pouvoir. Un vaste sujet. Dans la SAE, par exemple, on peut avoir un système moniste ou dualiste. Le système moniste, c'est le conseil d'administration classique qui gère tout. Et le dualiste? C'est une séparation stricte. D'un côté, un conseil de surveillance qui donne les grandes directions, et de l'autre, un conseil de direction qui gère le quotidien. On sépare vraiment les pouvoirs. D'accord. Mais peu importe le système, ça pose la question qui terrifie tout entrepreneur. Que se passe-t-il si on prend une mauvaise décision? La peur de la faute de gestion. Voilà. Si je dirige une boîte, que je lance un produit et que c'est un échec total, est-ce que je suis personnellement ruiné? Heureusement, non. Le droit a prévu un principe essentiel qu'on appelle l'appréciation marginale. L'appréciation marginale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la justice ne va pas réécrire l'histoire avec le bénéfice du recul. Un administrateur a le droit à l'erreur. Ah, ça c'est rassurant. À une condition. Il doit s'être comporté comme un dirigeant normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Donc on ne juge pas le résultat, on juge le comportement au moment de la décision. C'est ça. Seule une décision manifestement déraisonnable engage la responsabilité. Et il y a même des plafonds de responsabilité financière pour éviter de ruiner un dirigeant de bonne foi. Sauf en cas de fraude, j'imagine. Évidemment, si c'est une fraude ou une faute grave répétée, les plafonds sautent immédiatement. Ça me paraît juste. Et qu'est-ce qui se passe quand le dirigeant est tiraillé entre son intérêt personnel et celui de la boîte? Les fameux conflits d'intérêts. Là, la loi est très stricte. La procédure est claire. Premièrement, le devoir d'information. Le dirigeant doit informer le conseil. Logique. Deuxièmement, l'interdiction de voter ou même d'assister à la délibération sur ce sujet précis. Il doit sortir de la pièce. Littéralement. Et troisièmement, tout cela doit être publié et justifié dans un procès-verbal. Une transparence totale pour protéger l'entreprise. Ce qui nous amène au moment préféré des actionnaires. Les dividendes. Exactement. Le moment de payer, garder l'argent ou le distribuer. Que signifie tout cela pour le portefeuille? Surtout dans notre fameuse SSRL sans capital minimum. C'est un vrai casse-tête sans la balise du capital. S'il n'y a plus de capital à ne pas toucher, comment on sait si on peut distribuer l'argent? C'est là qu'intervient une mécanique brillante de la réforme, le double test cumulatif. Il ne suffit plus d'avoir du cash en banque. Quels sont ces deux tests Glucès? Le premier, c'est le test de solvabilité. On s'assure que l'actif net de la société ne deviendra pas négatif après la distribution. On ne distribue pas de l'argent qu'on n'a pas, en somme. C'est ça, mais le deuxième test est encore plus exigeant. C'est le test de liquidité. Et ça consiste en quoi? L'organe de gestion doit certifier que la société pourra continuer à payer ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins 1 an après la distribution. C'est une vraie projection vers l'avenir. Et s'il se trompe sur ce test de liquidité? Le couperet tombe. La responsabilité pénale et civile des dirigeantes est engagée. Mais surtout, la loi exige que les actionnaires remboursent les dividendes perçus. Même s'ils l'ont déjà dépensé? L'argent doit revenir dans la société. C'est une sécurité vitale. Une sacrée douche froide pour les actionnaires imprudents. Et j'imagine que si on monte d'un cran vers les sociétés cotées en bourse, les règles sont encore plus intenses. Ah oui, la transparence y est absolue. On parle de la FSMA, l'autorité des marchés en Belgique. Avec les histoires de seuil de détention, c'est ça? Voilà, dès qu'un actionnaire franchit des multiples de 5% du capital, à la hausse ou à la baisse, il a l'obligation de le notifier publiquement. Tout le monde doit savoir qui possède quoi. Et j'ai vu aussi un truc intéressant dans les sources sur la loyauté des actionnaires.
Oui, les droits de vote double, c'est un mécanisme récent pour récompenser les investisseurs de long terme. Si un actionnaire conserve ses titres sans interruption pendant 2 ans, on peut lui accorder un droit de vote double en assemblée. C'est intelligent pour contrer la spéculation rapide. Tout à fait. Mais bon, malgré toutes ces règles, ces tests et ces boucliers, parfois le navire coule. L'entreprise va mal. Comment ça se passe la fin de partie, Eve? Quand la situation financière devient critique, il y a ce qu'on appelle la procédure de la sonnette d'alarme. La fameuse sonnette d'alarme. Comment ça se déclenche-t-il? Prenons une SA. Si les pertes sont telles que l'actif net tombe sous la moitié du capital, le conseil d'administration a l'obligation de convoquer l'assemblée générale. Et l'Assemblée décide de la survie ou de la mort de l'entreprise. Exactement. Soit il prend des mesures de redressement, soit on vote la dissolution. Et si on vote la dissolution, la boîte disparaît instantanément. Non, c'est ça qui est intéressant. Elle entre en liquidation. L'entreprise survit fictivement pour les besoins de sa propre liquidation. Le temps de tout ranger, en fait. Le temps de vendre les meubles, les stocks, pour payer les créanciers en priorité absolue. Le fisc, les employés, les banques. Et les actionnaires dans tout ça? Ils sont les derniers de la file. Ils ne récupèrent leur mise que s'il reste un excédent, ce qu'on appelle un boni de liquidation. Mais c'est très rare. C'est le risque de l'entrepreneuriat. Franchement, merci pour cet éclairage massif. Avec plaisir. En résumant, pour notre auditoire, on réalise que derrière l'apparente aridité du droit et de la comptabilité se cache le mode d'emploi de la confiance humaine. C'est exactement ça. Ces règles permettent à des inconnus d'investir ensemble, aux banques de prêter et à l'économie de fonctionner sans s'effondrer à la première erreur. Mais cela soulève une question importante pour conclure notre réflexion. Je t'écoute. Tout ce système si bien rodé repose sur des entités juridiques classiques, avec des dirigeants humains, identifiables, des conseils d'administration physiques. Oui, on sait qui poursuivre en cas de problème. Mais que se passera-t-il demain avec l'essor des DAO? Les organisations autonomes décentralisées. Voilà, ces entités basées sur la blockchain. Dans une DAO, le code informatique remplace les statuts. Les décisions sont prises par des algorithmes et des détenteurs de jetons anonymes. Il n'y a plus de directeur général à assigner en justice. Aucun. Il n'y a pas de conseil physique. L'entreprise est littéralement un programme mondial sans frontières. C'est vertigineux. Comment notre droit actuel, avec ses tests de liquidité, ses sonnettes d'alarme et ses appréhensions marginales, va-t-il pouvoir encadrer une entreprise qui n'existe nulle part et partout à la fois? C'est le grand défi de demain. Une réflexion fascinante à garder en tête face aux évolutions technologiques. Totalement. Une pensée provocatrice parfaite pour clore cette session. Merci encore de nous avoir aidés à décrypter ces dynamiques invisibles qui façonnent notre monde, et à ceux qui nous écoutent, continuez d'explorer et de questionner. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante.